Bonjour à tous, je suis Sébastien Augereau, je suis ingénieur Java et Kino et je suis venu aujourd'hui pour vous parler de HTTP2, mais je vais essayer de vous donner une vision orientée développeur. C'est mon premier talk à Devoxx, donc je vais essayer de le faire bien. J'ai donné cette conférence à Bordeaux, BDX.io, en octobre dernier. D'un point de vue historique, pour les plus vieux d'entre nous, HTTP 1.1, c'était en 1997, donc il y a 20 ans déjà. Ça remonte un petit peu. Et la spécification HTTP2, c'est mai 2015. Ce qu'on a entre les deux, c'est Speedy. C'est une version optimisée de HTTP promue par Google, qui apporte déjà un certain nombre de fonctionnalités qu'on va retrouver dans HTTP2. HTTP2, ça reste développé par l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force, et c'est donc la première release depuis HTTP1. Si on regarde de plus près les différences, ce que vous aviez en HTTP1, c'était ça à peu près. Alors je m'explique. Ceci, c'est une capture d'écran de Wireshark. C'est un outil d'analyse réseau. Ce qu'on peut voir, c'est donc on voit le traditionnel protocole HTTP, un code retour de 100 pour dire que tout va bien, et on peut voir qu'effectivement ce qui est transmis, c'est du clean text. Jusque-là, pas de mystère. En HTTP2, ça va être légèrement différent. On retrouve toujours cet outil d'analyse réseau Wireshark, donc avec pareil une capture d'écran, où on voit passer du code, du protocole, donc du TLS, c'est version HTTPS. Et ce qui passe, en fait, ça va être du binary frame. Donc la différence, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout lisible. Alors du coup, c'est plus compact, plus efficient à parser pour le client. Par contre, effectivement, on va avoir toute la partie outils d'analyse réseau ou tout ce qu'on faisait via Telnet, par exemple, on ne pourra plus le faire comme avant, ou on ne pourra plus du tout le faire, ça dépend des outils. Si on rentre dans les features, donc la grosse feature de HTTP2, c'est le multiplexing. Le multiplexing, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si on prend sur le diagramme du haut, c'est ce qui était fait en HTTP1. Donc en HTTP1, à chaque fois que vous voulez télécharger une ressource, donc un fichier, du CSS, une image, ou quoi que ce soit d'autre entre le serveur et le client, c'était une connexion TCP qui était établie. Connexion TCP, c'est à peu près entre 50 et 120 millisecondes de temps d'établissement. Sans parler du temps de transmission, c'est vraiment le temps d'établissement. Donc c'est le handshake entre le serveur et le client. Le nombre de connexions TCP établies, c'est fixé par le navigateur. Donc ça varie en fonction des navigateurs. Ça peut aller entre 8 et 12. Et il y a un mécanisme de keep alive. Donc une fois que vous avez téléchargé votre ressource, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas fermer la connexion et en établir une nouvelle. Il va garder celle existante pour télécharger une ressource supplémentaire. Alors, pour multiplier le nombre de connexions TCP établies, donc pour surpasser cette limite-là, ce qui pouvait être fait, c'était du domain sharding. Le domain sharding, c'est avoir un autre nom de domaine qui permet d'augmenter la limite du navigateur, parce que le navigateur va se baser sur le nom de domaine pour définir le nombre de connexions TCP qui peuvent être établies. En HTTP2, ce qui va être différent, c'est qu'on a une seule connexion TCP qui est établie. Elle est bidirectionnelle et persistante. Toutes les ressources vont passer par cette seule connexion TCP. Les ressources vont être découpées en petits morceaux du côté du serveur et transférées les unes à la suite des autres en petits bouts. Donc c'est vraiment du stream de ressources. Donc du coup, on a effectivement une seule connexion TCP, donc un seul temps d'établissement qui va être entre 50 et 120 millisecondes. Donc on gagne plutôt pas mal. À noter que c'est mieux. À noter que les streams sont priorisés. Il y a une relation de dépendance entre les ressources qui va permettre de prioriser quel stream doit être reçu en premier. Un petit exemple, donc, dans Chrome Developer Tools, il y a une possibilité de voir le nombre de connexions TCP établies lorsqu'on affiche une page. Donc là, c'est sur wikipedia.fr. On a à peu près une dizaine de sockets qui sont ouverts. La deuxième feature de HTTP2, c'est la compression des headers.
Alors, au moment de la spécification, donc un petit peu avant mai 2015, ils étaient partis sur un format gzip pour ces headers, mais ils se sont rendus compte que le gzip est sujet aux exploits de type crime. Donc du coup, ils ont développé un autre algorithme qui s'appelle le format hashpack, qui permet d'avoir un très bon niveau de compression, c'est entre 30 et 80%. Le deuxième item, c'est la suppression des headers redondants. Je m'explique. Sur la droite, vous avez un exemple, donc 2 requêtes qui sont envoyées pour afficher la même page. Ces 2 requêtes vont télécharger 2 ressources différentes. Ce qu'on peut voir dans mon exemple, c'est que la seule chose qui change, c'est la petite chose en vert, c'est le pass, donc la ressource à télécharger, qui est différente entre la requête 1 et la requête 2. Ce qui va être transmis dans le cas de la requête 1, c'est l'ensemble des headers. Dans le cas de la requête 2, c'est seulement la différence, donc le pass qui varie. En termes de niveau d'adoption, si on prend les navigateurs, ce qu'on a, c'est que tous les navigateurs prennent en charge le HTTP2, hormis Opera. Alors c'est Opera Mini. Juste une petite information complémentaire, il le supporte, mais via HTTPS. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'à ce jour, le trafic HTTPS, c'est à peu près 68% du trafic total mondial. Donc ça fait déjà une bonne part. Sur les noms de domaine, on est entre 150 et 200 000 noms de domaine déjà. Alors, quelques grands noms du web, je ne sais pas si certains parmi vous ont fait l'expérience de regarder si leur site favori était en HTTP2 ou pas. Mais Facebook, Wikipédia et WordPress ont déjà franchi le pas, par exemple. Ce qu'on peut observer sur les courbes, c'est un phénomène très intéressant, on y reviendra tout à l'heure dessus, c'est qu'en décembre 2015, il y a une espèce de gros pic dans la courbe, donc un grand nombre de domaines qui ont passé le cap, et c'est très certainement associé à la bascule d'un CDN en HTTP2. Sur la partie infra, donc que ce soit les CDN, plateformes as a service ou infrastructure as a service, pour les grands CDN, ils ont déjà tous franchi le pas. Et pour la partie plateforme et infrastructure, sur Google, on est plutôt pas mal, ils ont déjà franchi le pas aussi. Amazon, c'est assez récent, c'était en septembre 2016, donc juste avant que je donne ma conf à Bordeaux donc en octobre. J'avais dû mettre mes slides à jour parce qu'effectivement, ils venaient juste de sortir la partie CloudFront, donc, qui est la partie CDN d'Amazon, et la partie répartition de charge, donc application load balancing, qui était passée en HTTP2. Et sur Azure, c'est la partie aussi Azure CDN, donc la partie CDN, qui est passée en HTTP2. Sur les outils, donc les Chrome Developer Tools, les outils un peu de tous les jours, c'est possible d'ajouter la colonne protocole. Et là, on voit dans mon exemple que quand on est en HTTP2, il y a un H2 qui est affiché. Donc là, c'est wikipedia.org, il est passé en HTTP2. Un plugin pour Chrome et Firefox, HTTP2 and Speedy Indicator, qui permet d'afficher un éclair bleu en haut à droite dans votre navigateur quand le site est en HTTP2. Et curl, bien entendu, l'outil que vous utilisez trop souvent pour débugger vos connexions TCP, notamment le Uncheck. Qui ne connaît pas curl? Alors, juste une petite précision, pour curl, il faut ajouter un module complémentaire qui s'appelle NGHTTP2. C'est plutôt pas mal documenté, ça se fait assez facilement, notamment sur Mac. Alors, la question pour laquelle vous êtes sans doute tous venus, ou pas, pourquoi migrer? C'est assez simple au final. On va le voir par la suite, c'est pas très compliqué de migrer en HTTP2. Et les avantages sont quand même assez importants. Il y a beaucoup de tests qui montrent effectivement qu'il y a des temps de chargement qui sont réduits de 25 à 50%. Donc c'est plutôt assez important et c'est assez impressionnant. On aura un exemple tout à l'heure. C'est plus sécurisé. Dans le slide sur les navigateurs que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble des navigateurs le supportent, mais via HTTPS. Donc ça veut dire qu'il faut un certificat et donc c'est nécessairement plus sécurisé. Et le SEO, alors pourquoi le SEO?
Google, par exemple, pour son algorithme de ranking, se base sur la latence de la page et sur le fait que la connexion soit sécurisée ou non dans son algorithme de ranking. Donc du coup, si on prend ces deux critères-là, du coup, le SEO va forcément augmenter, donc vous serez mieux placé dans le classement. Deux statistiques. Le premier en haut à gauche, c'est la taille moyenne d'une page et par content type. Ce que nous permet de voir ce petit diagramme, c'est que une page moyenne, en général, ça va être à peu près 2,5 mégas. Sur ces 2,5 mégas, on a quand même 1,5 méga d'images et plus ou moins 500 kg de script. Donc on a presque 75%, c'est des ressources statiques. Si vous comparez ça au volume de données que peut vous retourner une API, ça va représenter quand même une certaine différence, dans le sens où vous allez avoir beaucoup plus de ressources statiques en général que de volume d'API. Le deuxième diagramme, les nombres de connexions par page, ce qu'on peut voir, et c'est assez intéressant aussi, c'est qu'on a un autre hotspot à 26% des sites qui ont entre 11 et 20 connexions par page. Plutôt important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place HTTP2 ? On arrive enfin là-dessus. Côté back-end, alors c'est prévu pour la JSR 369, donc Java Servlet 4, qui devrait arriver normalement fin 2017, si tout se passe bien. Pour les conteneurs de servlet, c'est déjà pris en charge depuis Jetty 9.3, Tomcat 8.5 et Undertow 1.3. Donc ça fait déjà au moins depuis... Moi j'avais testé en mars dernier, c'était déjà pris en charge avec plus ou moins de succès. Alors, juste une petite information complémentaire. Pour ces conteneurs de servlet, pour avoir HTTP2, il faut forcément utiliser le JDK 8. Tout simplement parce qu'il y a les ciphers qui sont mis en place dans le JDK 8 qui ne sont pas dans le JDK 7. Du code, enfin. Spring Boot avec Undertow, c'est assez simple à mettre en place. Il suffit d'injecter un bin Undertow Embedded Servlet Container Factory dans lequel on active HTTP2. Pour Tomcat, de la même façon, on injecte un Tomcat Embedded Servlet Container Factory dans lequel on active HTTP2 protocole. Ça ressemble beaucoup à la précédente, il y a juste les formatages qui changent, mais ça se met assez simplement en place. Du coup, ce que je me suis amusé à faire comme test, je me suis basé sur Hipster, parce que je n'avais pas envie de monter une stack complète. J'ai utilisé le petit bout de code qu'on voit là, donc avec Undertow. J'ai déployé ça sur du Docker, sur du EC2, donc les instances Amazon, et du coup avec un certificat auto-signé. Bon, j'ai pas acheté de certificat pour mon test, et ça marche plutôt pas mal. J'ai bien tous mes écrans qui sont téléchargés en HTTP2, toutes mes connexions qui sont faites en HTTP2. Alors, je suis allé quand même faire un tour sur JHipster depuis, et effectivement, ça a été intégré le passage en HTTP2 en février, donc tout récemment, dans la version JHipster 4.04. Alors, si on ne veut pas faire les modifications côté back-end, qu'est-ce qu'on peut faire côté front-end ? Alors, pareil, encore une fois, Java Hipster. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une stack standard, j'ai utilisé toutes les librairies que je pouvais trouver, je les ai tirées depuis CDN.js. CDN.js est passé en HTTP2 il y a un petit moment déjà. Et du coup, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a bien toutes les ressources qui sont téléchargées en HTTP2. Une autre possibilité, ce qu'on peut faire, pareil sur la stack Amazon, là j'ai mis toutes mes ressources statiques sur du S3, c'est du Simple Storage Service, donc un service de stockage de fichiers. CloudFront, c'est du CDN. Le CDN va récupérer sur S3 et le mettre en cache, et tout est récupéré en HTTP2. Pour le reste, les ressources dynamiques, ça reste sur du Docker, sur du EC2, et ça fonctionne. Les pratiques qui ne sont plus nécessaires, du coup, effectivement, avant on mettait tous les fichiers, on les concaténait dans un seul fichier. C'est pareil pour le même principe avec l'image sprite. On avait plusieurs images dans un seul fichier, tout simplement parce que pour éviter d'avoir plusieurs connexions TCP. Donc tout ça, plus besoin de le faire, parce qu'au final, on a une seule et unique connexion TCP.
Le domaine sharding, plus besoin, et les fichiers inline, plus nécessaires. Pour finir, parce qu'il me reste plus rien, ce que je n'ai pas testé, abordé, configuration avec server Nginx en frontal, l'impact du mix HTTP1, HTTP2. J'évite très rapidement un cas concret. En HTTP1 à gauche, en HTTP2 à droite. Vous avez les chiffres. J'arrive pas à lire, mais... voilà. Donc côté droite, c'est beaucoup plus rapide et c'est en HTTP2. Donc c'est à peu près 25%. Je dépasse très largement. La conclusion. Donc c'est adapté au site avec beaucoup de ressources et les nouveaux usages du web. Je parlais tout à l'heure de ressources statiques. Donc effectivement, on voit que ça va beaucoup plus vite sur les images. Et c'est une évolution plutôt qu'une révolution. À travers tout ce que je vous ai présenté, on a vu qu'en fait, il y a plein de moyens de mettre en place HTTP2 sans que ça impacte beaucoup le développeur. Et c'est plus une réflexion autour de l'architecture et de l'infrastructure. Merci.